bonsoir mes amis. Bon alors d'habitude, pour me prêter à cet exercice, j'ai l'habitude donc de préparer des discours, de les ficeler un petit peu avant, etc. Tout simplement parce que, bon, vous le savez déjà, hein, j'imagine que la plupart d'entre vous me connaissez déjà. J'ai été tout simplement repérée lors d'une manifestation des Gilets jaunes dans laquelle j'ai pris la parole au micro de Rémi Buzine, donc c'est un média en ligne, brut. J'ai eu beaucoup de feedback, vous savez, de toutes les personnes qui ont vu cette vidéo qui a fait quasiment 2 millions de vues. Et tout le monde est venu me dire « c'est génial ce que tu as dit ». Merci de l'avoir dit, etc., etc. Et ça fait plusieurs mois que ça dure. Et moi, ça fait plusieurs mois que j'ai rejoint donc le siège de l'UPR et où je me demande à chaque fois, en discutant avec tout le monde, mais qu'est-ce que j'ai bien pu dire dans cette vidéo qui fait que je n'ai pas compris qu'est-ce qui fait que voilà les gens se sont autant relayé le message, même des gens bien au-delà de nos réseaux, de nos cercles UPR. Et en fait, bah, du coup, après, vous connaissez un petit peu l'histoire. J'ai rallié donc l'UPR. J'ai accepté de prendre la responsabilité d'être numéro 2 pour porter la liste Ensemble pour le Frexit donc, aux élections du 26 mai. Et je me suis prêtée au jeu, donc des meetings, un jeu auquel je n'avais évidemment jamais participé, ni de près ni de loin. Et comme je vous disais en commençant, je me suis dit, bon, bah, il faut faire comme tous les hommes et femmes politiques, il faut préparer des discours, il faut avoir une certaine tenue devant vous, et ainsi de suite, etc. Sauf qu'en fait, j'ai pas réalisé quelque chose d'assez simple. C'est que j'avais l'impression que j'avais 6 mois de campagne électorale devant moi. J'avais pas réalisé, jusqu'à il y a 2 jours, que dans 20 jours, donc maintenant dans 18 jours, on va affronter ces fameuses élections. Et c'est dans 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, qu'il va falloir que les Français ouvrent les yeux définitivement et fassent vraiment un choix. Donc aujourd'hui, ne vous attendez pas au même discours, je suis désolée, que les autres fois. J'ai décidé tout simplement d'arrêter le politiquement correct parce que je ne suis pas à l'UPR pour ça, je n'ai pas accepté cette position pour faire comme ce que vous avez vu hier, qui m'a profondément indignée lors du débat sur CNews, faire du politiquement correct, prendre tous les Français pour des idiots, que ce soit de la part des journalistes qui ont organisé ce débat avec des thématiques. Donc on parle des élections européennes et les journalistes mettent en thématique principale le nucléaire, la transition écologique. On ne parle pas de l'euro, hein, on ne parle pas des organes, la manière dont fonctionne l'Union européenne pour informer les Français, mais on vient vous parler de la transition énergétique, du nucléaire, qui ne sont même pas des compétences qui appartiennent à l'Union européenne. Est-ce que ça, c'est pas se foutre de la gueule des Français qui sont en train justement de regarder le débat ? Merci. Donc, tous mes chers collègues qui étaient avec nous hier lors du débat pourront vous dire dans quel état j'étais en sortant du plateau de CNews. Juste, je fais un petit aparté. Je fais un petit aparté pour c'est une petite voilà, c'est une information en off. Je sais même pas. J'ai demandé l'autorisation à personne pour vous la donner, mais j'estime qu'elle est importante. Sachez que pour le débat de CNews, à l'origine, il était censé être organisé entre les têtes de liste. Donc toutes les têtes de liste, un peu comme le débat de France 2. Il s'avère qu'entre-temps, ils ont décidé unilatéralement de changer la donne, de changer les règles du jeu et d'inviter, vous savez, de faire comme ils font d'habitude. Donc on hiérarchise les candidats. Il y a les grands, il y a ceux qui méritent d'avoir la parole, d'être reçus en grande trompe. Puis il y a tous les minables, ceux qui servent à rien et ceux qui sont là pour faire du divertissement. Et donc, on a été invités dans ce cadre-là, sans aucune discussion en amont, sans rien du tout. Donc, il y a deux candidats, donc Benoît Hamon et Yann Brossa, qui ont décidé de ne pas participer personnellement au débat. Et évidemment, nous avons pris la même décision pour François Asselineau. Et nous avions décidé que ce serait moi qui participerais à ce débat. Bon, autant vous dire que sur le fond, je me disais, bon, est-ce que je suis prête pour ce genre d'exercice ? Mais quand j'ai vu la débâcle d'hier, quand j'ai vu l'hypocrisie de chacun d'entre eux, la mythomanie dont ils font preuve aussi bien, encore une fois, de la part des journalistes que des candidats, je peux vous dire que ça aurait chauffé sur le plateau si j'avais été là. Mais c'est pas tout. C'est pas l'objectif. Juste là où je veux en venir, c'est très important, c'est que depuis quand une chaîne privée qui appartient à un groupe privé se permet... Ah oui, parce que j'ai pas terminé, excusez-moi. La raison pour laquelle ce n'est pas moi qui ai participé, c'est parce qu'on a eu le droit à un ultimatum de CNews.
C'était soit vous envoyez François Asselineau, soit vous restez chez vous. Et c'était clair. Depuis quand une chaîne privée qui appartient à un groupe privé se permet de faire de l'ingérence dans la stratégie de communication d'une campagne électorale d'un parti politique? Il n'y a qu'en France qu'on peut voir des choses pareilles. Et en assistant au débat hier, je peux vous dire que j'ai compris assez rapidement pourquoi justement ils avaient autant insisté, quitte à nous poser un ultimatum. C'est très simplement, comme ils l'ont dit d'ailleurs à Laure Avaux qui était présente pour nous représenter lors de la réunion d'avant-émission, c'est tout simplement parce qu'ils ont répondu que non, en fait, les journalistes avaient déjà préparé leur émission et qu'il était hors de question que ce soit une autre personne que François Asselineau qui vienne porter la liste. Au nom de quoi ? Si l'UPR décide d'envoyer une chèvre, un rat, même représenter l'UPR, en quoi ça concerne CNews ? Sachez qu'hier, moi, j'ai compris pourquoi ils avaient pris cette décision. C'est assez simple. C'est qu'ils ont l'habitude, ils savent où nous attaquer pour nous décrédibiliser. Ils vont dire, bon, ben, c'est en gros, c'est, voilà, parti d'extrême droite. Vous les avez vus, vous n'avez pas de réponse sur telle et telle question. Oh, c'est des idées d'un ancien temps parce que vous êtes vieux, etc. Bon, il est évident que si on avait mis n'importe qui d'autre que François Asselineau, il n'aurait pas pu proférer ce genre d'attaque, il n'aurait pas pu continuer dans leur attitude de condescendance à laquelle on a eu le droit toute la soirée hier. Maintenant, je voudrais continuer. Donc j'ai déjà passé une très bonne soirée. Je me lève ce matin, j'allume les informations et puis je regarde donc Emmanuel Macron célébrant l'indépendance nationale, célébrant la libération de la France, célébrant la résistance de la France. Nous sommes le 8 mai 2019, donc nous célébrons le 8 mai 1945 avec le plus grand collabo que la France ait porté depuis le maréchal Pétain quand même. Bravo. Bravo. Vous savez, Emmanuel Macron, ce chef d'État qui se prend pour un grand, donc une grande puissance, il a la tête de la France, vous savez, et il vous dit, bon, ben moi je vais aller voir Merkel, je vais négocier, je vais aboyer auprès de Merkel. Et qu'est-ce qu'il fait ? Quand il rentre d'Allemagne, il rentre la queue entre les jambes en miaulant. Le chien se transforme en chaton. Et c'est celui-là que ce matin, j'ai entendu tous les médias le dépeindre comme le chef des armées. J'ai même entendu dire, il a quitté son costume de chef de parti politique après avoir galvanisé ses troupes hier dans un restaurant parisien. Ok, top. Donc nous, on est à chaque fois 500, 600 dans les meetings. Lui, ils étaient 30 dans un restaurant parisien, mais il faut en parler. Et le lendemain, donc, il s'est paré de son costume de chef des armées. Vous savez, le chef des armées qui a oublié que si la France a justement un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est parce qu'il y avait des résistants en 1945. Vous savez, le siège au Conseil de sécurité de l'ONU qu'il veut partager, qu'il veut brader à l'Allemagne, et bientôt ça sera peut-être la bombe nucléaire. Bref, en tout cas, ce bon monsieur Macron et tous les autres devraient avoir honte de se revendiquer patriotes, de se revendiquer de ces Français qui se sont battus justement entre 40 et 45 pour la libération de la France et son indépendance nationale, parce que tout simplement, à l'heure d'aujourd'hui, d'ailleurs ça c'est pas moi qui le dis, ce sont les médias, je les entendais ce matin dire, en 1940 il y avait deux France, celle des collabos et celle des résistants. Alors j'ai envie de leur répondre quelque chose. En 2019 il y a deux France, celle des collabos et celle des résistants. Et il y a deux France, celle des soumis à l'Union européenne et celle des Frexiteurs. En 2019, il y a deux listes, l'UPR et toutes les autres. Et ça, c'est même pas moi qui le dis. Pour tous ceux qui ont regardé l'interview de Jean-Luc Mélenchon sur Thinkerview, je sais que vous êtes nombreux à regarder cette chaîne, il lui a dit clairement, pourtant je pense pas que ce journaliste soit le plus pro-Asselineau et le plus pro-UPR qui existe. Il lui a dit, en toute honnêteté intellectuelle et politique, en réalité, lors des élections le 26 mai, qu'est-ce qui se joue ? Il y a la liste UPR François Asselineau, puis il y a tous les autres. C'est vrai ou c'est faux ? Ouais.
Les journalistes aujourd'hui également nous ont raconté qu'on célébrait les 74 ans de paix sur le continent européen et que c'était grâce à l'Union européenne. Eh bien, autant vous dire que si on était dans les années 40, ces mêmes gens seraient justement les soutiens, les collabos des nazis qui ont permis qu'on étende sur la tour Eiffel la croix à gammée. Tout simplement. Parce que le maréchal Pétain, pour ceux qui s'en rappellent, justifiait sa traîtrise et donc sa trahison et sa lâcheté en disant que c'était pour le bien des Français, pour les épargner de la guerre sur notre sol. De la même façon qu'eux nous disent il faut rester dans l'Union européenne, il faut rester les bénis oui-oui de l'OTAN pour notre protection, pour conserver la paix dans l'Union européenne. Je vais terminer, je sais qu'on va m'en vouloir parce que je prends trop de temps, mais j'ai beaucoup de choses à exorciser ce soir. Je voudrais... M'en voulez pas, hein. Ok. Je voudrais juste rajouter quelque chose à tous ceux qui vous racontent, tous ceux qui racontent dans les médias que l'Europe c'est la paix, qu'il y a plus de guerre depuis 74 ans, etc. Des guerres, il y en a encore. Si vous avez décidé de fermer les yeux, sachez que nous serons les lanceurs d'alerte. Nous sommes là, nous sommes éveillés pour les dénoncer parce que les guerres aujourd'hui, elles sont peut-être pas sur le terrain militaire, mais elles sont sur les terrains stratégiques et commerciaux. Et ces guerres-là, nous sommes en train, en tant que Français, de les perdre avec brio. Je voudrais quand même, pour ceux qui nous écoutent, parce qu'en réalité, ce soir, je suis désolée de vous dire que c'est même pas tellement à vous que je m'adresse, à tous ceux qui sont déjà là, parce que justement, ils ont ouvert les yeux, mais à tous ceux qui nous écoutent en vidéo et qui nous connaissent peut-être même pas. Je voudrais quand même apporter les faits de ce que j'avance, parce que c'est bien beau de dire un tel c'est un collabo, et c'est ceci, cela, et la guerre, elle est stratégique et commerciale. Emmanuel Macron, quand je vous dis que c'est le plus grand collabo depuis 45, depuis qu'il est arrivé au pouvoir au ministère, à Bercy comme ministre de l'économie, qu'est-ce qu'il a fait ? Donc 2014 à peu près, vendu les aéroports de Toulouse. À qui ? CACIL Europe, donc un consortium de fonds d'investisseurs chinois et hongkongais. Et vous le savez tous déjà, hein, pour ceux qui ne le savent pas, allez vous renseigner, c'est pas ce qui manque. La Cour des comptes a rendu des rapports dans lesquels elle dénonce cette vente-là. En plus de ça, on a vendu à une puissance étrangère, mais en plus de ça, non compétente. Ce n'est même pas son cœur de métier. Ils n'ont pas l'habitude de gérer des aéroports. Et on voit la catastrophe quelques années à peine après. Maintenant, ils veulent s'enfuir leurs jambes à leur cou. Donc ça, c'est vendu les aéroports de Toulouse. Vendu Alstom à qui ? Aux Américains, à General Electric. Tout va bien. Emmanuel Macron, après que Montebourg se soit battu, arrive au pouvoir en 2014 et il décide de ne pas se servir du décret justement qui a été voté en 2014 et qui permettait à l'État de s'opposer à des prises de contrôle d'entreprises françaises par des puissances étrangères. Non, lui, tout va bien. Tout va bien. Pourquoi ? C'est la paix, l'Europe c'est la paix, on va dépouiller la France, et quand je partirai, il restera plus rien, mais j'aurai mis bien tous mes potes. Avec la perte de General Electric, c'est pas juste des paroles en l'air, c'est la perte de l'indépendance et de la souveraineté nationale sur un des secteurs les plus stratégiques en France. Pour vous expliquer, pour qu'on comprenne bien, Alstom, entre autres, parce qu'il ne faisait pas que ça, fabriquait les turbines qui servent aux réacteurs nucléaires. Et nous avions donc à la fois la compétence et l'exclusivité de cet outil-là. Depuis que nous avons vendu Alstom la possibilité de fabriquer ces turbines aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe ? Nous n'avons plus la main sur la fabrication de nos réacteurs nucléaires. S'il faut les renouveler, que nous avons un incident diplomatique avec les États-Unis, merci, au revoir. On verra comment ça se réglera. Également, les turbines qui étaient fabriquées par Alstom, qui le sont toujours, mais sous la puissance américaine, servent pour les sous-marins qu'on envoie, donc sa puissance militaire, et idem. Si nous avons un incident diplomatique avec les États-Unis, on restera avec les 2-3 sous-marins avec lesquels on tourne. Et pour finir, si demain nous souhaitons en tant que Français vendre des sous-marins aux Russes, qu'est-ce qu'ils vont faire les Américains ? Voilà, veto. Il n'y a pas je ne vous fournis pas les turbines qui vous serviront. Je termine rapidement. 2016, on vend l'aéroport de Nice à qui ? À des Italiens. Et ça continue. On vend l'aéroport de Lyon. Cette fois, c'est à Vinci. Et en 2019, vous le savez tous, loi Pacte. Donc, on vend les 13 aéroports de Paris. On vend la Française des Jeux. On vend Engie. Où va-t-on ? On se le demande. Donc, ces ventes à des puissances étrangères, et quand elles sont pas à des puissances étrangères, elles sont tout simplement vendues à des puissances d'argent,
font que tout simplement la France, qui est passée de la grande France puissante et indépendante, qui aurait pu faire penser à un ours par exemple, c'est l'image que je me faisais tout à l'heure en réfléchissant à tout ça, et qui se retrouve maintenant, elle me fait penser à une carcasse. Voilà, c'est la carcasse d'une ancienne bête qui était forte, puissante et indépendante, et qui se retrouve dévorée par des voraces et des charognards dont chacun veut tirer le plus gros morceau. Merci qui? Merci Macron. Malheureusement, j'ai encore plein de choses à vous dire, mais ça clignote. Donc, je terminerai plus tard ou en tête-à-tête avec vous si vous le souhaitez. Donc, tout simplement, voilà, je vais pas terminer sur le discours qui était prévu, mais voter UPR, c'est tout simplement rétablir la grandeur de la France, c'est lui permettre de briller à nouveau, d'être indépendante. On célèbre aujourd'hui la résistance et la libération de la France. Donc, à tous ceux qui nous écoutent, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il y a deux choix, la France des résistants et la France des collabos. Il y a l'UPR et le reste du monde. Merci beaucoup. Plein de choses à dire.